j'ai quitté mes chemins de traverse vendéens pour ma carrière et pour un univers urbanisé à l'extrême, celui de Paris et des agglomérations qui l'entourent. Cette vie, je l'ai adoptée par contrainte, comme tout le monde. Mais je suis resté animé par ce besoin de retour vers quelque chose de plus essentiel. J'ai le sentiment que l'équilibre entre la nature et les habitants des villes est corrompu et minimaliste, réduit le plus souvent à une figure ornementale ou à un art décoratif. Un simulacre sans doute nécessaire au maintien de l'équilibre de nos esprits et de notre tranquillité. Il est fascinant d'observer comment les pouvoirs publics et les agents chargés des aménagements s'affairent autour de nous pour installer ou restaurer un univers végétal artificiel, au sens où il est créé de toutes pièces par des hommes pour complaire à d'autres hommes. Il doit pourtant se trouver quelque chose de l'ordre de l'incontrôlé dans tout cela. Tout plan, même parfaitement conçu, comporte forcément des failles lors de son exécution, ne serait-ce qu'infimes. La découverte de portions de nature évoluant librement en ville fait émerger l'envie de partir en quête d'autres espaces, plus en marge. Des friches à observer et à explorer, des espaces où la nature aurait trouvé sa place, comme par erreur. Tout individu vivant à notre époque doit être à même d'user des moyens modernes mis à sa disposition. Peu importe leurs implications exogènes, du moment qu'ils nous mènent à destination. Un endroit semble sortir du lot, à seulement 20 km à l'est de Paris. De façon surprenante, les premiers hôtes du Mont Guichet sont des animaux d'élevage. Contre nos attentes, une mainmise des hommes se fait sentir.
Aux premiers abords, la nature semble avoir repris ses droits au Mont Guichet. Mais en y regardant de plus près, les premiers paradoxes se dévoilent sous nos yeux. Chaque bout de terre traversé apporte son lot de découvertes. Une faune et une flore sauvages semblent même y vivre en paix. Là, il vient directement des Cévennes. C'est du bon bois. C'est un châtaignier des Cévennes qui était mort. Là, il te manquait un peu de. C'est bon, mais pas lame en métal. La présence de ruchers m'amène à faire la connaissance de Christophe Nedelec, apiculteur amateur, mais également naturaliste. J'assiste à la mise en place de sa nouvelle installation. Il y a le complat là. Okay. Nickel, ça va être bon. Moi je veux mettre la grosse pierre centrale ici parce qu'on va mettre la plus grosse. Bon, là, on va la okay. caler. Ici, Donc on alors. va là-bas alors. Mais là, plutôt par là-bas. Là-bas, voilà. Parce qu'il a dit en arc de cercle en fait. Ah, mais là, il y a une souche. Là. Bon, on la met à côté en attendant. Attends. Ça, non. Ça, c'est pas cher, je te dis, là, j'ai plein de trucs. Qu'est-ce que tu Bon, dis la première rucheton est posée. Ah ouais. Le projet, moi, il m'est venu quand j'ai découvert l'existence de ces ruches-là. Quoi. Moi, je suis tombé amoureux de ces ruches-là.
je les trouve belles et je les trouve intégrées, quoi. Je les trouve proches de l'habitat naturel de l'abeille. Et puis ici on est dans un des derniers milieux naturels de l'Est de Paris. Donc quelque part ce rucher-là il a une forme de symbole je pense. Moi je l'ai pensé comme ça, une sorte de symbole de réconciliation entre l'homme et l'abeille. Et d'essayer justement, peut-être de façon utopique, de retrouver justement quelque chose qui est plus symbiotique, une réconciliation possible entre l'homme et l'abeille. Faut qu'elle l'autre pierre de socle, qu'on aille la caler là, vu que là c'est plat. Pour que ça soit joint. On est quand même dans l'exploitation de l'abeille, on est quand même toujours à mi-chemin finalement entre une relation, mais on essaye justement de trouver au travers de ça ce point de jonction finalement où on peut être tendre vers un respect de l'abeille tout en finalement en l'élevant. Encore un rapport d'assujettissement avec la nature. Difficile de savoir si l'introduction de ces abeilles contribue à l'équilibre de l'écosystème, surtout quand on perçoit la présence d'abeilles sauvages dans les environs. Elle niche dans le sable de remblai des anciennes carrières. En poursuivant mon chemin, je fais la rencontre de Pierre Lecareux, gestionnaire du site. Voilà, donc là, on est prêt. Alors, j'enregistre mon premier point là. On est parti. On n'est pas bon. On n'est pas bon. On n'est pas bien. On est trop remonté, ça va pas. Donc là, le chemin il doit être un petit peu en dessous. Parce que on devine déjà les maisons et les murs. Et étant donné que notre intérêt c'était justement d'éviter d'avoir une vision sur tout ce qui pourrait ressembler à de l'urbain, pour sûr on a dû se décaler un peu plus dans la parcelle. Ne me demande pas comment ça se fait qu'il y a un trampoline en plein milieu de la forêt, je ne peux pas te le dire. Voilà.
dire qu'il y a eu plusieurs vagues d'occupation successives par des populations roms, par les gens du voyage dans la plaine agricole en dessous. Et que malheureusement ça a généré une quantité de déchets qui ont déjà été en partie enlevés, mais bon, la preuve c'est que on n'a pas encore tout enlevé. Ça reste encore un gros travail à faire. Et l'ouverture du chemin va aussi permettre de pouvoir plus facilement accéder à la forêt et donc de pouvoir aussi plus facilement la nettoyer. Et en fait, vu que c'est une forêt qui n'a, j'ai envie de dire, quasiment jamais été exploitée pour le bois, elle est redevenue beaucoup plus sauvage que les autres forêts domaniales par exemple, ou certaines autres forêts que gère l'Agence des espaces verts. Et donc la nature a repris ses droits et les arbres se sont mis en concurrence les uns avec les autres. Certains sont morts, sont tombés. D'un point de vue écologique, c'est extra parce que ça te recrée toute une biodiversité avec l'installation des insectes qui va faire qu'il y a certains oiseaux qui vont revenir. Puis les oiseaux c'est pareil, ils sont pas chassés, ils vont pouvoir nicher autant qu'ils veulent comme ils veulent. Voilà, on peut pas parler de forêt primaire parce que malheureusement ça n'existe plus. Mais c'est vrai que quelque part, à certains endroits, on a un peu tendance à se dire qu'on s'en rapproche. Parce que les arbres morts sont encroués dans les vivants, on voit bien qu'il y a certains endroits où les peuplements sont très très serrés, donc les arbres vont avoir tendance à monter fortement pour aller chercher de la lumière, et d'autres endroits où au contraire ça va être très éclairci, qui vont plutôt avoir tendance à s'étaler énormément plutôt qu'à monter. Ça donne des variétés de typologies de forêts au sein d'un même espace, qui est vraiment très intéressant et très diversifié tout au long de la promenade. L'Agence des espaces verts d'Île-de-France a acquis en 2012 les 3/4 du Mont Guichet. Durant les prochaines années, leur enjeu principal sera de réaliser des aménagements pour faciliter l'accès au site aux promeneurs, tout en préservant la faune et la flore. Des coteaux boisés jusqu'aux parois de gypse, nous découvrons de nouveaux aspects de la diversité des lieux. La faune sauvage présente aux abords des carrières suscite l'envie de pénétrer dans ces cavités grandes ouvertes. Je n'ai jamais eu l'âme d'un archéologue ou d'un géologue, mais comment ne pas s'émerveiller devant ces vestiges qui présentent des formes esthétiques surprenantes.
des prospecteurs, d'un autre genre, sondent ici la Terre pour établir la faisabilité d'un projet colossal. Le métro du Grand Paris. Se décide peut-être déjà, en notre présence, l'avenir du Mont-Guichet. Elle est en fleurs. Hein. Ouais, elles sont vertes. Ouais, c'est tout vert. C'est tout vert, mais elle est en fleurs. On voit moins les deux petits points. Les ophrys ont tendance à attirer, à imiter les phéromones des insectes. À les attirer. C'est un insecte qui dit ah, une copine et tout là. Ah bah non, merde, c'est pas une copine, mais il a pollinisé. Quoi. C'est des gens qui disent que l'orchidée sauvage c'est le summum de l'intelligence végétale. C'est la symbiose totale. L'orchidée sauvage c'est vraiment la pureté d'un milieu. Cette orchidée-là, elle pousse sur les sols calcaires. Il y a un peu de lumière, mais il n'y a pas trop de concurrence, tu vois. Il n'y a même pas la concurrence. Et si toi, tu es vraiment dans un milieu... Tu vas là, tu n'en trouveras pas. Tu vas plus loin là-bas, tu n'en trouveras pas. Pourtant, tu es à 10 mètres, tu ne les auras pas. Parce que le milieu, il a changé. Le sol a changé, les végétaux ont changé, la biochimie des sols a changé, et elle ne poussera pas dessus. Les orchidées sont toujours très exclusives comme ça, par rapport à leur milieu. Donc là, ici, sur ces anciennes carrières, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des plantes qui poussent là-dessus. Il y a des plantes qui aiment les sols calcaires. Donc ici, on va se retrouver en milieu calcaire, sur des boisements calcaires, sur des prairies calcaires. Et là, on va retrouver tout un cortège de plantes qui ne poussent normalement que dans le sud de la France. C'est pour ça que sur le Mont-Guichet, il y a 12 espèces d'orchidées sauvages différentes, qui sont tous des espèces d'orchidées qui poussent sur les sols calcaires. On ne peut pas en avoir plus. On peut avoir plus d'espèces. Toutes les espèces des sols calcaires, sauf les sols calcaires détrempés, parce qu'ici on n'a pas de zone humide. Donc on va trouver d'autres types d'orchidées sauvages sur d'autres milieux, parce que là c'est qu'on a des sols calcaires détrempés, donc on n'a pas ce milieu-là ici. Mais on a la maximisation, c'est-à-dire des types d'orchidées sauvages sur ce site-là. Bien rester sur le chemin. Donc là on a un alisier de Fontainebleau, un des plus vieux du site. Donc il n'est pas encore en fleurs. Hein. Donc ça fait des fleurs en ombelle. Hein. Donc ça c'est vraiment un des plus vieux qu'on connaît du site. L'alisier de Fontainebleau a permis au site d'être classé zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique en 1993. Il y avait une zone humide, dedans il y a un centre de reproduction d'amphibiens de batraciens. Il y a un projet immobilier. Christophe arpente les chemins du Mont-Guichet depuis 10 ans. Il partage bénévolement, avec d'autres, les connaissances qu'il a accumulées depuis tout ce temps. C'est aussi un travail de sensibilisation qui contribue à la préservation du site. Accompagné de Pierre Le Carreux, ils participent de leur mieux à sa protection. Bonjour.
À la marge de la métropolisation de notre société, arrangée selon des systèmes contraignants, la friche est comme un furoncle, un microcosme d'une nature rebelle qui s'adapte à un milieu urbanisé. Elle est la preuve directe de l'aspiration à l'harmonie de tout ce qui constitue la vie végétale et animale de notre planète. C'est le printemps de la nature, une tentative de révolution. C'est le refus d'être une source d'exploitation, voire pire, de disparaître. Tout en m'éloignant de ce lieu plein de contradictions, j'éprouve l'envie d'y revenir, d'y passer plus de temps pour l'explorer et mieux le comprendre. J'en pars avec la conviction d'avoir aperçu, ici, les principes essentiels que j'étais venu y trouver. Une relation authentique avec la nature, un mode de vie différent.